Info 243 au cœur de l'actualité. 26 ans après la mort du maréchal Mobutu, président de la République du Zaïre, nous allons à la rencontre d'un ancien sécurocrate, agent au service de renseignement du maréchal Mobutu, conseiller privé de capitaine Kongolo Mobutu, fils du président de la République et analyste au cabinet du général Maélé, ministre de la Défense, et chef d'état-major général de forces armées zaïroises. Il nous relate les circonstances d'avant, après la chute du maréchal Mobutu. Est-ce que la chute du maréchal Mobutu était prévisible? Bon, merci d'abord pour la question. Une question très pertinente. Sincèrement, c'est à moi que vous avez posé la question. Je vais donner la réponse qui est mienne. La chute du maréchal Mobutu, à mon avis, n'était pas très prévisible. Elle n'était pas très prévisible. Par contre, elle a été le résultat de tout un concours de circonstances inattendues, hein, pour arriver à ces résultats-là. Donc je dirais que, bref, la chute du maréchal n'était pas prévisible. En tout cas, pour nous au moins qui étions dans les sérails. Quels sont les éléments qui ont précipité le départ de Mobutu? Bon, je viens de dire, il y a eu un concours de circonstances. Hein. Expliquez-nous. Il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de choses qui ont concouru pour la chute du régime Mobutu. Il y a d'abord, le premier des éléments, c'est la fin de la guerre froide. Puisque jusque-là, le Mobutu était un mal nécessaire pour l'Occident, pour les Occidentaux. En tant que commandant suprême des forces armées zaïroises, ils avaient besoin de lui. C'était un mal nécessaire. Hein? C'était un nationaliste, contrairement à ce que les gens disent. Ce n'était pas un garçon de course des Occidentaux. Mais comme on avait besoin de lui, comme commandant suprême des forces armées zaïroises, pour faire le rempart de l'OTAN, de l'Occident, face à la menace que constituait le régime, les États pro-pacte de Varsovie, de Congo-Brazzaville, de l'Angola, et dans certaines mesures de la Zambie, on avait toujours besoin de lui. Mais dès que la guerre froide a pris fin, hein, cette nécessité-là ne se posait plus, et le chemin était ouvert pour la chute du général Mobutu par rapport aux Occidentaux. Ça, c'est un des éléments. Le deuxième élément, à mon avis, c'est... Les gens, les sages, n'y font pas beaucoup attention. Hein. Il y a eu la trahison, hein, des siens. Hein. Moi, je pense que cet élément-là, la trahison, a beaucoup joué, hein, sur ce qui est arrivé au maréchal Mobutu par rapport sur son régime. Donc, j'ai dit, la fin de la Deuxième Guerre froide, la trahison de certains proches collaborateurs et même des membres de sa famille biologique. Et ensuite, il y a eu une action néfaste de l'opposition interne. Hein. Il y a la diabolisation, cette diabolisation de Mobutu là. À mon avis, ce sont les trois facteurs qui ont concouru à la chute du régime Mobutu, qui n'était malgré tout pas aussi prévisible qu'il est arrivé. Dès son vivant, il était déjà considéré comme un personnage de l'histoire. Les États-Unis considéraient Maréchal Mobutu comme un personnage de l'histoire. Comment, dans le service, vous aviez analysé ces discours? Bon, en fait, le discours d'Herman Cohen, c'était lui l'auteur de Maxime de Dicton, était en train à l'époque ambassadeur des États-Unis d'Amérique. Non, il était le sous-secrétaire d'État américain chargé des affaires africaines, hein, quelque chose comme ça. Et son discours, notamment sur le fait que c'était lui, hein, c'était lui qui avait dit que l'histoire de Mobutu c'est fini, c'est un personnage de l'histoire. Ça a engagé lui, et même les événements ultérieurs nous ont démontré que tout ce qui nous est arrivé aujourd'hui, mon frère Charles Onana a parlé de l'Holocauste. Si nous déplorons aujourd'hui l'Holocauste dans notre pays, c'est à cause de cette chute brutale-là, hein, du régime Mobutu. Ce qui signifie qu'il n'était pas un personnage, il était encore nécessaire. Hein, il était encore nécessaire. La preuve en est que depuis qu'il est parti, de cette manière que souhaitait
la mafia des multinationales dont Herman Cohen était un des principaux agents opérationnels. De cette façon-là, nous avons les résultats que nous avons aujourd'hui. Donc, si Mobutu n'était pas parti de cette manière-là, si c'était peut-être parti en douceur, hein, peut-être qu'on ne parlait pas aussi de l'Est de la RDC aujourd'hui, de la façon dont les choses se déroulent présentement. Est-ce que le maréchal Mobutu était au courant de l'évolution de la rébellion de l'AFDEL, bien étant malade? Vous savez, le maréchal Mobutu, une des particularités du régime Mobutu, c'est que le pouvoir Mobutu était très très bien informé. Donc, il n'y avait pas de surprise par rapport à ce qui lui était arrivé. Dans l'une des émissions la fois passée, j'avais dit à l'ambassadeur aux États-Unis, non, le colonel Kaboul était plutôt notre attaché militaire en France. Hein, déjà vers les années 80, au début des années 90, ça doit être 91 ou 92 ou 93, il avait fait un rapport bien détaillé, hein, qui reprenait tout ce qui est arrivé au régime en termes de rébellion de l'AFDEL. Ça disait quoi? Il disait que bon, les Occidentaux, ils ont opté pour le départ de Mobutu. On n'a plus besoin de lui puisque la guerre froide n'est plus là. L'URSS n'est plus une menace. L'Angola et le Congo-Brazzaville sont devenus des économies de marché. Ils ne sont plus dans le système communiste. Donc on n'a plus besoin de Mobutu. C'était ça. C'était ça, le document parlait de ça. Et il fallait maintenant le faire remplacer par ce que les concepts qu'on avait développés à l'époque des dirigeants, les nouveaux dirigeants de la Renaissance africaine. Dont Paul Kagame, Yoweri Museveni, Afewerki, l'homme de l'Éthiopie, de l'Érythrée. C'était l'Équateur, les 4 ou 5 dirigeants là que les Américains présentaient au reste du monde comme étant ces dirigeants qui vont développer l'Afrique, qui vont implémenter la Renaissance africaine. En réalité, c'était des pions. Je l'avais dit la fois passée, c'était des pions que les Occidentaux utilisaient pour faire partir Mobutu afin d'avoir main basse sur les richesses de l'Est et de la RDC. Donc Mobutu était considéré comme un bouclier pour les États-Unis d'Amérique en Afrique? Oui, à l'époque de la guerre froide, pendant toute la durée de la guerre froide, mais une des émissions, à l'une des occasions de cette visite à Washington, Ronald Reagan avait dit ça, le président Ronald Reagan avait dit que c'est un partenaire très capital pour le dispositif de l'OTAN. Hein. C'est un partenaire, Mobutu était un partenaire capital de l'Occident au plan sécuritaire. Et Mobutu avait regretté à la dernière minute pour tout ce que j'ai fait pour les États-Unis d'Amérique. C'est comme ça qu'ils m'ont remercié. Ok. Personnellement, je crois que sur ce point-là, il y a une certaine interprétation biaisée de ce que Mobutu avait dit. Mobutu, ça m'engage moi, hein. Mobutu n'avait pas regretté ce qu'il avait fait pour les États-Unis. Mobutu m'avait dit, ils m'ont poignardé par... Comment? Dans le dos. Mobutu, vous voyez... Ça, c'est deux discours différents. Non, ça veut dire que... Ils m'ont poignardé dans le dos, c'est après son séjour. Vous voulez faire allusion à la lettre que Mobutu avait écrite à Jacques Chirac, où il disait tout ce qui... En fait, c'est vrai, oui, sur ce point-là, c'est vrai, il avait regretté. Oui, il avait des regrets. Il est parti avec des regrets par rapport à ce que lui, il avait fait, hein, occidentaux, et la manière dont on l'a remercié vers la fin, il avait ces regrets-là. Alors, la capacité de feu de la phase était à craindre. Qu'est-ce qui a fait que l'AFDEL vous déloge si facilement? Merci pour la question. On nous a toujours dit ça. Mais vous faites trop de bruit ici, mais les petits cadeaux que vous avez fait fuir, hein, c'était ça, non? Non, c'était pas exactement ça. C'est pas ça la réalité. Je l'ai déjà dit plus d'une fois, je pense. Ça rejoint votre première question. Il n'était pas question, voilà la vérité historique, hein, il n'était pas question que Laurent Désiré Kabila vienne président du Zaïre et que Mobutu a fui. Ça, c'est un concours de circonstances qui a fait ça. La fois passée, j'ai expliqué. Mais pourquoi quand on dit que les gens Maël devaient aller le samedi à Lusaka,
C'est comme ça que le général Mayel est mort. Le général Mayel est mort puisqu'il s'est dit ceci. Il doit aller à Lusaka, aller rencontrer son collègue de l'AFDEL qui était James Kabarebe pour qu'il puisse régler la question de l'occupation de la ville de Kinshasa. Est-ce que vous voyez? Ça, on n'en parle pas dans notre histoire nationale. Hein? Le voyage que le général Mayel devait effectuer en tant que chef d'état-major général et ministre de la Défense à Lusaka, c'était pour aller rencontrer ses homologues de l'AFDEL pour qu'ils puissent trouver disons, des modalités matérielles de l'occupation de Kinshasa. Parce qu'il n'était pas question de la chute de Denis Mobutu tel que c'est arrivé. Il était plutôt question que l'AFDEL arrive à Kinshasa, il se cantonne par rapport à un territoire donné de la ville, et que de l'autre côté, il y ait la phase James Kabarebe avec les libérateurs, le général Mayel avec Seibou. Voilà, c'est comme ça qu'il devait occuper la ville, comme c'était le cas à Kigali, entre les troupes de Paul Kagame et des FAR de Abiy Ahimana. C'était à peu près ça. Est-ce que vous voyez? C'est comme ça que, quand le général Mayel a appris qu'il y avait révolte, les gens étaient sur le point de faire sauter la centrale nucléaire de Kinshasa, il a dit, mais il ne peut pas laisser le pays comme ça aller à Lusaka. Mais si vous faites attention, hein, vous êtes des journalistes, le général Mayel a dit, avant de se faire massacrer, de se faire assassiner, il avait dit aux gens, je pars à Lusaka pour régler notre sort commun, et vous et nous. Ça, c'est un élément. Le deuxième élément, je crois que je l'ai déjà dit plus d'une fois, chaque fois avant de faire des patrouilles nocturnes que l'on faisait avec Kongolo, il faisait des briefings. Il faisait des briefings. À la dernière patrouille du 16, du 16 mai, non, la patrouille du 15 au 16 mai, s'il y a des gens qui étaient dans les atouts, Kongolo avait dit que il ne voit pas dans sa tête comment aller partir en exil. Au fait, il n'était pas question de partir en exil. Je reviens toujours sur ce qui est arrivé, ce n'était pas prévu. La preuve, j'ai dit la fois passée, je le répète, si vous faites attention dans le film Mobutu, roi du Zaïre, vous verrez qu'on est en train de saccager la résidence de Kongolo et de déboulonner les portraits de ces photos de famille qui étaient encore sous les murs. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est une question de fuir, de prendre des expressions pour fuir. Alors, nous allons arriver sur ces points. La question reste de savoir pourquoi est-ce que Kongolo, un capitaine de son État, organisait des patrouilles, alors qu'il y avait des généraux et... Merci pour la question. J'ai dit ici que l'une des causes de la chute du régime Mobutu, c'était la trahison de ses frères de sang et c'est un proche collaborateur. Vous voyez? Mais quand la rébellion la mutinerie de Banyamulenge commence, cette mutinerie-là commence sous forme de plasticage à Goma. Hein? Les FPR, les services de renseignement rwandais, utilisaient des jeunes Banyamulenge comme des terroristes. Ils posaient des bombes à Goma. Et il a fallu faire des enquêtes. Il y a une photo qui circule maintenant sur Internet où le général a dit que si le service de renseignement n'arrive pas à mettre la main sur le criminel, c'est que les criminels sont dans les... En fait, il disait ça par rapport à ça. Je reviens toujours sur ça, les gens m'ont trahi, les gens m'ont trahi. Non. Ce sont les frères du général Mobutu, dont j'étais l'aimé par respect. C'est ça qui s'est dépassé, on en est dans l'histoire. L'histoire, bien sûr, 25 ans après, nous sommes en train de rétablir l'histoire. Qui ont partisé avec les Rwandais? Qui sont ces frères? Non, je crois que sur ce point-là, je laisse aux gens étudier le paysage et savoir qui étaient les frères du général Mobutu, qui étaient des généraux, qui étaient ceci ou cela. Mais moi, personnellement, par respect et puis par le fait que, vous savez, ils avaient quel grade? Les généraux. C'était des généraux. Alors, les gens, les Banyamuleng, les mitins, les révoltés, les Banyamuleng là, qui étaient en acquaintance, qui travaillaient en intelligence avec le FPR, le service de renseignement militaire rwandais, posaient des bombes à Goma. Mais pour se protéger, ils étaient couverts par les services de sécurité de Mobutu, notamment l'ANR, le SARMA, tout ce qu'il y a comme service de sécurité. Quand ils posaient les bombes
hein, pour aller se cacher. Il allait se cacher à la résidence du commandant DSP, commandant de la division spéciale présidentielle de Goma, qui était du sang du maréchal Mobutu, il était de la famille biologique du maréchal Mobutu. Est-ce que vous comprenez? Non, autant pour moi. Le commandant région militaire, hein, mais ça c'est... Mais le commandant de la DSP de Goma, qui dépendait du général Nzimbi, qui était le neveu du maréchal Mobutu, c'est lui qui hébergeait les terroristes qui posaient des bombes à Goma. Est-ce que vous voyez? Parce que dans l'une des émissions, je me suis même quand le conseil spécial dit un certain nombre de choses, à partir de cet élément-là, quand Mobutu a appris de Kongulu, pourquoi vous me dites pourquoi c'est ma Kongulu? Mais justement, Kongulu, c'est l'enfant du maréchal qui peut accepter de mourir pour lui. Je ne sais pas si nous nous comprenons. Parce que le service était déjà noyé. Le général a dit, quand les criminels, le service n'arrive pas à attraper les criminels, c'est qu'ils se cachent dans les services. C'est ça, non? Le service était déjà noyauté. Vers les années 96, là, le service de sécurité du Zaïre était noyauté par les FPR de Paul Kagame, des services d'intelligence rwandais. C'est comme ça que tout le monde avait peur d'y mettre la main, de s'y approcher. De ça, nous nous comprenons. Mais Kongulu n'avait pas cette peur-là. Même s'il avait cette peur-là, il s'était dit que c'est mon père, je vais sauver la vie de mon père. Et c'est comme ça qu'il il a pris le courage de s'engager. Et derrière lui, il avait une équipe, hein, de gens qui travaillaient. Et c'est comme ça que nous sommes arrivés à mettre la main sur les terroristes de Goma. Maintenant, en les interrogeant pendant les enquêtes, et ils vont nous dire que non, écoutez, le commandant région militaire travaille avec Paul Kagame. La preuve, son secrétaire particulier, capitaine Maponda, nous nous retrouvons toujours, je le croise dans le couloir de service de renseignement de FPR à Gisenyi. Les terroristes, ils dépendent des services rwandais. Mais aussi celui qui fait la liaison entre le commandant région et les services de renseignement rwandais, c'est son secrétaire particulier. Est-ce que vous voyez? Mais quand le maréchal apprend tout ça, il apprend que ce sont ses frères. Quand on arrête les terroristes, j'avais dit la fois passée, une des femmes des épouses des terroristes a dit aux responsables de l'ANER, de renseignement, aujourd'hui on appelle ça ANER, mais à l'époque c'était SNIP, de Goma, il dit, mais comment est-ce qu'on a encore... ANER, Service National de Renseignement. SNIP. Ouais. ANER, c'est aujourd'hui. Mais d'ailleurs, c'était SNIP National d'Intelligence et de Protection. C'est l'équivalent de l'ANER. Le responsable, le numéro 1 de l'ANR Goma, quand on a dit, mais bon, comment on commence à arrêter nos maris? Vous nous aviez dit que c'était un dossier sûr. Est-ce que vous voyez? Maintenant, tout cela... Là, il pose la question à qui? Au numéro 1 de SNIP de Goma, qui est aussi de la tribu du maréchal. Le commandant région de la tribu du maréchal. Le commandant de la DSP. C'est comme ça que le maréchal n'avait plus confiance à ses services, même à ses conseillers spéciaux. Parce qu'il il est au courant. Il dit que, mais quand le commandant de la DSP, hein, le commandant d'arrachement de DSP Goma héberge les terroristes, ça c'est Nzimbi, qui est son neveu. Est-ce que vous voyez? Et la preuve est que quand on a arrêté ce jeune la ville de la fois passée, Nzimbi et les gens ont fait pour les prendre. C'est sur l'insistance de Kongulu qu'on les a pris pour les amener à Sama pour découvrir la vérité. Pour répondre à votre question, pourquoi Kongulu devait faire ça? Mais il n'était que lui qui pouvait faire ça. Parce que le service était infiltré, miné, noyauté. Et si ce n'était pas lui, on n'allait pas découvrir ces dossiers. Une question qui reste suspendue. Qui a tué le général Mayele? Oui, je vois la question. D'emblée, je disais que ce n'est pas le Congo, ça n'a rien à voir. Contrairement à ce que les gens croient. Congo n'avait aucune raison du monde de tuer le général Mayele. Je n'étais pas témoin de l'événement, mais de ce qui se disent, il y a un adjudant, un adjudant, bon, le concept adjudant là circule. C'était dans la foule, lui il a eu le courage de venir, il a tué sur lui, et on dit même qu'il est de sa tribu. Il est aussi Mbouza comme les gens. Je ne peux pas parler de ça dont je ne maîtrise pas les tenants et les aboutissants, mais de ce que je sache, j'étais un proche collaborateur du général Mayele. Hein. Je l'ai dit dans l'une des émissions. Moi, j'ai connu le général Mayele quand j'étais sous-lieutenant, officier de renseignement du SARM à Likasi, à la Fridex. Alors, lui, il était commandant premier des régions à Lubumbashi.
Et chaque fois que moi, je trouvais des situations, des terrains qui avaient rapport avec sur le plan tactique, d'après ce que moi j'ai appris, je dois faire le rapport à la centrale. Mais en attendant que la centrale réagisse, lui, en tant que commandant de région, il peut quand même avoir besoin d'un certain nombre d'éléments, peut-être pour anticiper. Et c'est comme ça que quand je faisais chaque fois des rapports, j'allais le voir, lui, le général Mayele, et lui déposer lui faire ses rapports. Il était vraiment, il était assez touché par ça. C'est comme ça que quand il est devenu commandant du SARM, il avait insisté à ce que je sois. Appelez-moi ce jeune homme-là, ce jeune lieutenant délicaté-là. Pourquoi il m'a connu, hein, bon, on y avait déjà ses affinités, il connaissait déjà ma façon de travailler. Alors, donc pour dire que j'étais vraiment très proche du général Mayele. Même quand il est parti comme ministre de la Défense, au fond, je me suis retrouvé comme conseiller technique au vice-ministère de la Défense. Mais en réalité, je dépendais de lui. Ça, c'est un. Je suis en train de répondre à votre question. J'étais très proche du général Mayele. Le jour où, puisque contrairement à ce que le doyen Honoré Ngwanda dit dans son livre, celui qui avait présenté le général Mayele à Mobutu, dit de reprendre Mayele, non. C'est Kongulu qui avait fait en sorte que Mobutu revienne dans l'armée. Oh, derrière Kongulu, c'était capitaine Bossing. Donc, je me limite là-bas. Est-ce que vous voyez? Et c'était, nous, on a fait que rapporter le déshydratat de la population. Ils disaient, mais on a besoin d'un combattant. Ceux qui sur le terrain ne réussissent pas. Mais amenez-nous Mayele. Moi, je dis à Kongulu, mais écoutez ce que la population est en train de dire. Mais est-ce qu'on ne peut pas dire au chef de l'État? C'est comme ça qu'il a managé jusque, c'est que le maréchal accepte de faire revenir Mayele. Et la fois passée, j'avais cité des noms. Le jour où le Kongulu annonçait au général Mayele son retour, la réponse négative, la suite positive du maréchal Mobutu, c'était à la résidence du doyen Ndungu Bonongue, était présent l'actuel colonel Bossale, l'actuel honorable Jacques Njoli, qui était on était tous dans les services à l'époque, on était tous des capitaines, sauf Bossale était major. On était dans les sièges de Kongulu et on était présent de cet événement-là. Je le dis comme témoignage pour dire que c'est Kongulu qui avait fait en sorte que Mayele revienne au pouvoir. Mais pourquoi Mobutu avait choisi Mayele? Je vais le dire aujourd'hui. Pour que les gens comprennent que Kongulu n'a jamais tué Mayele et Mobutu n'a jamais considéré Mayele comme traître. Au contraire, les faits existent. Quand on a appris à Mobutu, au maréchal, que Mayele est mort, il a dit: ah, ils ont tué mon fils. Il a commencé à pleurer. Ça, c'est le premier élément qui a été témoigné, qui a été rapporté par le docteur Demi, qui était le médecin personnel du maréchal. Le deuxième élément, quand Kongulu partait au camp Tchachi, c'est quand il a appris que le Mayele est en difficulté. Lui, Kongulu partait à la rescousse du général Mayele. Mais quand il a trouvé qu'il était déjà assassiné et qu'il a ordonné son évacuation, en le voyant sortir, les gens ont dit: ah, il y avait des coups de feu, il y a l'escorte de Kongulu. Kongulu vient de tuer Mayele. C'est parti de là. Il y a un autre élément que je n'ai jamais dit, mais que je dois maintenant dire aujourd'hui, qui accrédite cette thèse-là de Kongulu a tué Mayele de manière abusive. Qu'est-ce qui se passe? Quand ils étaient dans le corps de garde de la DSP, devant le corps du général Mayele, Kongulu avait appelé l'ambassade de France. Enfin, je ne peux pas dire conduite à tenir, mais puisqu'ils étaient à contact, les Mayele, Kongulu, ambassade de France, et tout. Alors, le temps que l'opérateur ne le mette en contact avec l'ambassadeur, quand l'ambassadeur est venu reprendre le téléphone, c'était le colonel Tendao qui était là. Kongulu s'était déplacé. Kongulu Tendao a dit: Mayele Nabino, votre Mayele, on l'a tué. Donc, Mayele, l'autre là, Tendao, c'est de la DSP. Est-ce que vous voyez? Maintenant, au niveau de l'ambassade de France, ils ont pris cet élément-là comme si Kongulu qui avait dit ça. Ça aussi, ça a beaucoup joué sur cette ineptie-là. En fait, j'ai parlé de comment je me suis rapproché, comment j'étais avec le général Mayele très proche. Depuis le grade de sous-lieutenant, tout le temps que j'ai fait la demi-heure, j'étais toujours là. Je l'ai dit la fois passée, les rapports journaliers que le général Mayele a menés chez les maréchaux à main propre, toujours des pages. C'est moi qui rédigeais ça. Voilà quel niveau de confiance j'ai eu avec lui. Maintenant, avec Kongulu, également, j'ai été présenté par son grand frère quand il est venu au SARM. Il dit: non,
mon collègue de promotion est là, il est très bon, il faut qu'il t'encadre. Est-ce que tu vois? J'étais très proche d'aider. Donc, je suis encadré Congolo Mobutu. Bon, encadré, c'est trop dit. J'étais son assistant. Moi, j'étais un ancien de renseignement. Lui, il venait de revenir de renseignement. C'était à moi de le guider quand même. Comment on fait, comment on fait. Est-ce que vous voyez comment j'étais proche? Donc, je suis mieux placé pour dire à l'opinion nationale et internationale que Mokongulu n'a jamais été mêlé à la... Au contraire, le général Mayele est arrivé là-bas. Pourquoi? C'est là où je voulais en venir. J'allais même perdre ça de vue. Quand le général Mayele était commandé de la première région militaire, hein, au Chaba, dans son secteur, il y avait ce qu'on appelait, il y a une zone qu'on appelle, Ewabora, là où il y a un maquisard Kabila qui est Ewabora, à l'est. À l'est. La question que moi je vais vous poser, c'est quelle force Kabila avait pour résister devant Mayele, commandant région? Mais la vérité, c'est que Mayele avait des instructions précises du maréchal Mobutu, dire que c'est un vieux lumumbiste. Est-ce que vous voyez? Aussi longtemps qu'il ne trouble pas trop l'ordre public. Laissez-les dans ces ordres, dans ces trafics et les autres. Et il y a même une rumeur, je n'ai pas des éléments, mais il y a beaucoup de probabilités qui sont fondées. Une fois, le trafiquant Kabila a été arrêté sur le fleuve, sur le lac, par des gens de la force navale. Et quand on a demandé à conduite à tenir, le maréchal a dit de les laisser partir. Est-ce que vous voyez? Donc, Mayele gérait déjà tout ce dossier-là. Maintenant, quand il est arrivé, maintenant au niveau de l'AFL, pour comprendre ce qui s'est passé réellement à la mort de Mayele, Kongolo Mobutu, il faut suivre l'élément que moi je suis en train de dire là. Mobutu, à un moment donné, les Banyamulenge, les Afdel, tout, ils devaient le faire partir par les armes. Maintenant, les Blancs ont, à un moment donné, les Blancs, les Occidentaux ont commissionné Mandela de faire en sorte que l'AFDEL et les phases gèlent les positions. Est-ce que vous voyez? Quand ils étaient au Télikala, le fait de la finalité, c'était ça, qu'on arrive à geler les positions, il n'y avait plus des hostilités pour qu'on devait organiser la transition. Maintenant, pour court-circuiter, pourquoi? Puisqu'on devait placer Deogracias Bouguera, qui était Rwandais. Rwandais. Bon, moi, je dirais Banyamulenge. Hein, de ce que je sais officiellement, hein, je n'ai... Bon, excusez-moi, je le connais comme Banyamulenge. Hein, bon, ça, c'est un autre débat. Banyamulenge ou Rwandais, bon, en fait... Bon, ça peut être pareil, hein, mais par honnêteté intellectuelle, il était Banyamulenge. Il n'était pas vraiment Rwandais national. Il avait la carte, la carte citoyenne. Tout. Alors, c'était ça le plan des Occidentaux. Mobutu a dit, ah, donc, ils veulent me faire partir. Hein, pour placer à la tête du pays un pro-rwandais. D'accord, moi je veux les... Ils sont tous de renseignements. Mobutu aussi, c'est un homme de service. Il dit, je veux circuiter leur plan. Il faut favoriser la victoire de Laurent Désiré Kabila. Nationaliste et lumumbiste. Et pour cette raison qu'il avait dit à Mayele, laissez le vieux lumumbiste là. Le raisonnement de Mobutu était qu'au moins lui, au moins lui, il est moindre mal que Deogracias Bouguera. Et Mobutu n'avait pas raison puisqu'il est quand même débarrassé des Rwandais et il a défendu quand même, malgré ce qu'il les mera les autres, mais par après, vous voyez à peu près. Donc, alors c'est pour courser, dans le cas de ces combats-là, pour éviter que Deogracias Bouguera n'arrive au pouvoir, il fallait éviter que les positions soient gelées. Parce que si les positions étaient gelées, c'est maintenant les Nations Unies qui devaient contrôler tout. On devait organiser une transition où on venait mettre les Mosengo, les Kengo, les Tshisima, celui qui devait gagner les élections de Deogracias Bouguera. On peut te dire, ah bon, d'accord, Mayele, mais c'est toi qui avais géré le dossier de Kabila, alors quand tu étais commandant de la première région. Alors, prends maintenant les dossiers de Kabila, laisse-les entrer, laisse-les être en position de force sur le plan militaire. Donc, la proposition des Blancs de geler les deux positions pour faire une transition en faveur de Deogracias Bouguera, Mobutu a constitué ça en faisant en sorte que l'AFDEL continue ses avancées. C'est ça la trahison de Mayele. Donc, Mayele ne faisait rien qui ne recevait du maréchal. Est-ce que vous voyez? Et c'est ce qui a fait que... Mais selon d'autres sources, Mayele était en communication avec le rebelle. Mais écoutez, mais exactement! Mais quand il reçoit des instructions du maréchal, de faire en sorte qu'ils avancent
pour éviter qu'il y ait gel de position et qu'on fasse une transition où le gaz Bouguera va passer. Mais il doit être en contact avec lui pour lui faciliter cette avancée-là. Je ne sais pas si nous nous comprenons. Et tout ça, Mayele et Kongulu étaient au courant de ça. C'est pourquoi je disais que Mayele ne faisait rien sans que Kongulu ne soit au courant. Puisque Kongulu était les yeux et les oreilles du maréchal. Alors, et c'est comme ça qu'il n'y a pas eu trahison. Mobutu a dit, il n'a pas dit ils ont tué les traîtres, ils ont tué mon fils, il a pleuré. Et c'est comme ça que Kongulu est venu nuitamment pour venir sauver les traîtres. Ça, ce sont des faits qui doivent quand même nous interpeller. Alors, vous étiez proche, ou d'ailleurs conseiller privé de Kongolo Mobutu. Kongolo Mobutu, le fils du maréchal Mobutu, oui, président de la République. Oui. Comment vous aviez passé la journée du 15 mai, donc avant l'entrée de l'AFDEL? 15-16 mai. Merci. Au fait, relate-nous la scène. Il y a un film quand on était des jeunes, on dit les jours les plus longs, c'est tout ça. Au fait, ça c'est l'un des jours les plus longs de ma vie. J'ai un regret, j'ai toujours gardé ces regrets-là, puisque c'était... Le feuilleton avait commencé, mais il n'avait pas pris fin. Il s'est interrompu comme ça. Comment je passais la journée? Ça, c'est que du 15 au 16. Comme toujours, vers les après-midi, les soirs, les 15h et 16h, on se rencontrait à la résidence de Kongulu pour monter les patrouilles. On devait faire les patrouilles nocturnes à Kinshasa pour sécuriser. Contrairement à ce que les gens ont dit, non. Ils étaient, Kongulu avait reçu des instructions du maréchal pour sécuriser la vie par rapport à l'esprit de vengeance de la DSP. Est-ce que vous voyez? Et la patrouille du 15, on a organisé ça. On est parti de chez lui, là, vers les 19h, 20h. Hein, on est descendu vers le Kanchachi. Arrivé vers le Kanchachi, il a immobilisé le convoi. Il m'a laissé, moi et le capitaine Martin, passer, l'actuel colonel, full, avec les hommes, avec tout le convoi. Lui, il est parti voir les... Il est resté longtemps. Il est revenu vers 22h ou 23h moins. Et quand il est revenu, on lui a donné l'information, comme quoi le ministre de l'Information qui était à l'époque, Kinkei Moulemba, Kinkei, était en contact avec des journalistes internationaux qui devaient l'interviewer. Et ils ont pris rendez-vous des bonhommes. Il dit, bon, nous on continue par le boulevard, le poids lourd. Bon, vous en ville, faites à sorte qu'on fasse jonction des bonhommes. C'est là où l'interview de Kongulu qui passait à CNN. Là, on est déjà vers minuit pratiquement. On quitte là-bas vers minuit. On arrive devant l'aéroport de Njili, minuit, 1h moins. Le Kongulu cause avec le commandant de la position de la DSP de l'aéroport, c'était le colonel Bossomba, qui lui met au courant de la terrible nouvelle. Il dit, mais capitaine, au moment où nous parlons ici, les gens de la DSP sont en train de préparer les BEM 21, communément appelés Yana, pour orienter ça sur le centre nucléaire de Kinshasa. De faire en sorte de faire exploser ça, et comme ça tout le monde, et eux, et nous, et tout le monde perd. Donc, ça avait quelle capacité? Non, le centre nucléaire, même si c'est une simple roquette, dès que ça touche, c'est fini. Et ça avait la capacité d'exploser jusqu'à Kinshasa et Brazza. C'est un peu, il faut avoir l'idée de Tchernobyl. On a une centrale, comment on appelle ça, une centrale nucléaire à usage civil, hein, c'est des références pour toute l'Afrique, qui est jusqu'aujourd'hui à l'université de Kinshasa. Et c'était la nouvelle vers minuit, mais comme on devait aller à Kibomango, aller récupérer des munitions, je reviens sur votre première question. Il n'était pas question de fuir Kinshasa. Comme il avait toutes ces photos de famille dans son salon, il avait tout ce qui était nécessaire pour lui, mais on devait aller récupérer des munitions pour qu'on puisse, ça devait être là notre base. Quand la ville s'est partagée en deux, l'AFDEL d'un côté, nous de l'autre côté, nous on devait avoir notre base avec une certaine autonomie de munitions. C'est comme ça qu'on est parti à Kibomango, on est arrivé là-bas vers 2h du matin. Le temps de commencer le chargement, on est revenu vers 4h, 5h, arrivé à l'aéroport de Njili. Ça maintenant c'est le 16, le vendredi. Or la veille, le marché Mobutu avait refusé de quitter Kinshasa. Mais Maya l'a convaincu, hein. La nuit, le matin, il dit, bon, il s'est décidé, bon, je pars. C'est comme ça que depuis 17h-18h, j'étais chez Kongulu. On passe à Kibomango, on fait le chargement, on revient à l'aéroport le vendredi vers les 7h, 8h. On attend l'arrivée du maréchal, on sécurise
Quand disons nous sécurisons, parce qu'il n'y avait plus, Et tous ces généraux où il n'y en avait plus. Vous avez sécurisé le convoi, le dernier convoi de... À part sa protection rapprochée, vous pouvez voir là les connaît Coucou, les connaît Motoko Coucou. J'avais vu Motoko Coucou et qui encore là? À part ceux-là, c'était le capitaine Kongulu, le capitaine Martin Passé et le capitaine Faustin Bosengue qui sécurisaient avec le convoi de Kongulu là le départ des maréchals. Ils s'envolent vers 11h, 12h, vous connaissez l'histoire, missiles, il faut de... Non, relatez-nous avant, avant de partir. À ces points, certaines personnes disent que le maréchal n'est pas parti via la Cadillac présidentielle. C'était dans un combi, en fait, pour camoufler. Non. Mais même dans le film, Mamoudou Roy disait ça, c'est pas sinon. Le Cadillac, il y avait les Yes avant qui l'ont procédé avec des bagages. Et après, le Cadillac est venu. Moi, je veux témoin. Oui, il est arrivé descendu tout le tarmac. Directement, il a emprunté les escaliers. Il s'est fait aider pour monter. Il était faible? Faible. Le machin était déjà faible. Étaient présents le général Likoulia, le général Mayele, le général Nzimbi, un point très. Le général Nzimbi? Oui, il était là. Il était venu pour la bonne forme. Puisqu'il avait déjà placé le missile à la ferme Lokali. Et il était... Non, on dit que l'ascenseur revient toujours sur l'endroit de son crime. Il était là juste pour voir comment l'avion décollait et assister aux catastrophes. Mais malheureusement... Il a placé des missiles? Oui, missile Singer. Pourquoi? Pour abattre l'avion du maréchal. Mais vous ne savez pas comment je vous dis que c'était lui qui était au contact avec les Rwandais. Je viens de le dire. Et par la suite, qu'est-ce qui s'est passé? Et vous aviez ces renseignements ou vous n'aviez pas? Mobutu a reçu les renseignements. Mais il était là sur place. Qui? Il était là sur place malgré l'information qu'il avait reçue. Nzimbi était là. Mobutu a reçu que il ne faut pas décoller du côté des locali vers Kinkole. Il faut décoller le sens contraire. Pourquoi? On a passé des missiles à le ferme locali pour abattre l'avion. C'est comme ça que le secrétaire de sécurité de Mobutu, Kone Motoko, a obligé les pilotes à contre le sens du vent pour comment à faire le contraire ou à décoller dans l'autre sens. Et c'est comme ça Mobutu a survécu. Et il a encore survécu à Gbado, puisqu'on devait l'assassiner à Gbado. Vous avez connu ça, il est parti in extremis. Donc, on allait le plan Mayel mourir le vendredi, Mobutu devait mourir le samedi. Et les dimanches, qu'est-ce qui allait arriver? C'était quoi le plan? Bon, je ne connais pas comment. Ils allaient peut-être prendre le pouvoir avec les Rwandais, je ne sais pas. Bon, ça, je ne peux pas m'imaginer. Et par la suite, c'était quoi la suite du général Nzimbi? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Mais dès qu'il a quitté l'aéroport, il a fouillé, il était à Brazza. Dès qu'il a quitté l'aéroport, c'était pour partir. Quand il a remarqué que le plan a échoué. Ok. Et il est parti pourquoi? S'il avait déjà un plan comme ça, pourquoi partir? Parce qu'il mais ça a échoué. Parce que ça a échoué. C'est qu'il y a eu des complicités internes, il y a eu des, comment on appelle ça, des trahisons, on l'a trahi. Donc il a perdu le contrôle de la situation, il a fui. Donc je disais que vous m'avez posé la question sur la patrouille, leur journée là. Ce qui fait que depuis hier à 15h, à 16h, 17h, j'étais chez Kongulu. On a passé toute la nuit. Le matin, on est venu à l'aéroport d'Indjil, assisté au départ. On a fait le carnaval, les gens qui se souviennent encore, hein, les jours là, les 16, on a fait le carnaval à travers les villes. On est arrivé à la résidence. Moi, je suis arrivé chez moi très tard, vers 21h. Et des munitions que vous avez... On a ramené ça. On a ramené ça à la... décharger ça à la résidence. Avec quelle capacité? C'était le long camion conteneur là. Des sortes de munitions individuelles. Hein. Vous voyez, c'est comment on appelle ça, 32, les longs là, c'était un camion comme ça. Et capacité de riposter face aux rebelles? Ça dit qu'on était établi, on devait avoir notre base et notre zone de contrôle. Les rebelles aussi, la leur. Mais on ne peut pas contrôler une zone sans munitions, on devait avoir une autonomie. C'était pas dit que c'était pour faire la guerre. Mais non, dans les cas où on devait se préparer, c'était ça le but de la constitution de ces stocks de munitions. Quel est le passé historique entre le Rwanda et la RDC dans le service et dans des actions? Bon, j'ai toujours dit ça. Hein. Le fait qu'aujourd'hui, notre armée, notre pays soit le dindon, le risé de l'Afrique. Les gens le disent. Hein. D'abord, ils disaient
les Kadogo, les enfants soldats vous font fuir, vous les soldats de Mobutu. Je viens de l'expliquer ici, ce n'était pas un problème de fuir. La preuve en est que les mêmes soldats de Mobutu qui ont fui, quand ils étaient à Brazza, 1000 feux, ils ont fait meilleur que les Angolais, les Maliens, les Tchadiens. Comment ça? En quoi? Mais c'est eux qui ont remis la paix à Brazzaville. C'est les mêmes officiers de Mobutu là qui avaient fui. Qui sont ces officiers? il y a eu, bon. En fait, il y a un certain nombre d'officiers qui étaient commandés par le capitaine Bossingé. Dont vous? Oui. Et c'était quoi l'objectif en fait quand vous êtes allé à Brazzaville? C'était pour seconder l'armée brazzavilloise. Comment on appelle ça? On s'était exilé, réfugiés, non? On a fui puisqu'on avait tout. Mais arrivé là-bas, ils ont des problèmes. Ça signifie que nous devons aller deuxième exil. Est-ce que vous voyez? Mais qu'est-ce qui était plus facile pour nous? De combattre et de défendre, notamment nos familles, ou bien de partir encore en deuxième exil. Nous, on a dit qu'on était des mercenaires. Nous, on n'était pas des mercenaires. Pour aller combattre, on n'avait pas parlé d'argent. Je l'ai dit à la télé. Je suis prêt à faire des débats contre avec tout le monde. Quand on a aidé le président Sassou, on n'a jamais parlé de l'argent. Je crois que je peux me citer, s'il peut me permettre, le lecteur général Mbiato. Il connaît de quoi je parle. Le lecteur général Ndima, à qui je présente mes respects. Le général Mbiato, à qui je présente mes respects, il connaît de quoi je parle. Pour combattre à Brazza, les Aïrois n'avaient pas posé de problème d'argent à Sassou. C'est ça le mercenariat, non? Vous voulez que nous puissions, nous voulons autant. La en retour, on vous a donné quoi alors? Parce que c'est pas seulement l'argent. Moi, personne, je n'ai rien eu. Comme je ne pillais pas. Donc, en fait, je n'ai rien eu de ce que j'ai fait à Brazza. Puisque les gens pillaient. Bon, en fait, on avait un salaire, une prime de 90 000 francs CFA par quinzaine, à peu près $150. Ça faisait $300 par mois. Comme tout le monde, tout le monde, pas seulement nous, le tout officier avait 300 000 francs CFA par mois. Et sur le terrain, qu'est-ce que vous avez eu à faire pour Brazzaville? Mais c'est nous qui avons neutralisé le... En fait, c'est intéressant que je le dise quand même. Le pouvoir en place à Brazzaville avait des problèmes d'une rébellion, du pasteur Toumi, qui avait éclaté à 100 km de Brazzaville, la ville de Mindouli. Et au fil des mois, la rébellion progressait. Et il faisait reculer les troupes régulières. Jusqu'à ce qu'ils sont arrivés, pour ceux qui connaissent Brazzaville, le pont de Joué. C'est la rivière qui sépare. Dès que vous traversez le pont de Joué, vous êtes dans Brazzaville. Et vous commencez par la radio. Et ensuite l'aéroport. C'est comme ça que les gens ont dit au président Sassou que mais il faut qu'ils réclament. Mais d'ici là, ils vont entrer. Mais vous avez les gens de Mobutu ici. Ceux qui avaient fui les Kadogo. Vous les avez ici. Et le président Sassou n'a pas cru à ces histoires de ils sont rien. Non. Il connaît la force de frappe des gens. C'est comme ça qu'il a eu recours à nous. Et nous avons commencé. C'était quoi le premier entretien? Le premier entretien. Quand on vous a appelé, c'était comment? Ah bon, d'accord. Bon, c'est de l'histoire. C'est de l'histoire. Moi, personnellement, pour être en courant, c'est l'acteur général Ndima, Constant, qui est à Goma. C'était lui qui était le plus gradé de nous tous. Moi j'étais qu'un capitaine. Il y avait le général Mbiato, il était aussi colonel. Et ils étaient en contact avec les autorités congolaises. Mais de ce que je sache, quand Kongoula a fui, quand Kongo a quitté Brazzaville, il avait laissé ses gardes du corps. Les petits casinos chinois, avec qui on était, on évoluait ensemble. Ces gardes du corps là s'étaient retrouvés dans le siège de commandant Bakwa. Les ministères de l'Intérieur. Ça, c'est le haut commandement déjà de l'armée congolaise. C'est eux qui ont dit aux Congolais que mais nous, on a notre vieux, il est anti-terreau. Il est très fort dans ces histoires-là. Est-ce que vous voyez? Et c'est comme ça que j'ai été récupéré, mais je n'étais que capitaine. Je ne sais pas si nous nous entendons. Il y avait des colonels. Donc, j'étais dans la masse. Mais c'est pas la faute. Bon, ça, c'est un autre débat. Allez-y. C'est un autre débat. Une histoire. Comment ça s'est passé? Les Congolais nous ont demandé. L'actuel général Constant Ndima, qui va me suivre, à qui je présente mes respects, il dit Bossengé, tu vas m'accompagner à. C'était vers minuit, on va aller voir le directeur des relations extérieures du ministère de la Défense. C'est l'actuel général Moigny qui est commandant de la gendarmerie du Congo-Brazza. À l'époque, il était colonel.
Et on est parti chez lui à sa résidence. Je crois qu'il va me suivre. Et c'est comme ça que lui nous a dit à moi et au Koné Ndima, le Koné Ndima n'était pas là. Général, l'actuel général, il dit... gouverneur de la ville, hein, de Nord. C'est un grand. Alors, il dit, l'actuel général Moigny, hein, il était colonel à l'époque, il dit, normalement, le chef, dont le président Sassou, hein, compte sur vous. Il comptait sur vous pour aller à Pointe-Noire. Aller ouvrir un front à Pointe-Noire. Parce qu'à Pointe-Noire aussi, ça chauffait. Là-bas, il y avait du pétrole et tout. Mais compte tenu pour parler au plus pressé, comme les rebelles ils sont déjà sur le pont de Joué, hein, je souhaite que vous puissiez nous aider ici à bloquer et repousser les rebelles. Ça, c'est vers minuit. Est-ce que vous voyez? Et 1h, 2h du matin, on s'est retrouvé à la zone autonome de Brazzaville. Moi, le colonel, le général, l'acteur général Lima et moi, pour qu'on nous montre le matériel. Le matériel, c'est quoi? Les tenues, les bottines, les armes, les munitions. Et que le matin, nous, on puisse faire appel à nos gens. Est-ce que vous voyez? Et c'est ce qui a fait que, effectivement, on a lancé. Hein? Venez, nous sommes en danger. Les ninjas, ils sont déjà au pont du Djoué. Si vous ne savez pas parler le Kikongo, on vous tue. Oh, nous ne connaissons pas les Kikongo. Donc nous, on a intérêt à combattre. Et c'est comme ça que les jeunes gens sont venus. C'est comme ça qu'ils sont venus. On les a dotés en armes et munitions. Bon, beaucoup de ces jeunes Zaïrois-là avaient déjà combattu dans les milices de Sassou comme Cobra. Pendant contre le Souban. Est-ce que vous voyez? Donc c'était plus facile pour nous. Comme ils avaient déjà la notion militaire, moi je n'ai fait que leur donner la formation de base. Et au fur et à mesure qu'on évolue sur le terrain, on les formait. Ça vous a pris combien de temps pour anéantir 6 mois. Pasteur? 6 mois. Et j'avais dit aux Congolais que, bon, ça c'est une parenthèse, que 6 mois après, s'il n'y a rien, et comme je l'ai dit toujours ici dans notre pays, en principe, en temps normal, 6 mois suffisent pour notre armée de neutraliser ces gens, de remettre la paix à l'Est. Et ce sont des terroristes, ils avaient une capacité spirituelle, c'est comme ça. Très spirituelle, très versé dans des fétiches. Lui-même, Toumi, c'est un surhomme, super-homme. C'est connu. À Brazza, avant que nous, on puisse le terrasser. Mais c'était un demi-dieu. Qu'est-ce que vous avez fait? Mais nous, on l'a défait. On a commencé au pont de Joué au mois d'avril, au mois de février. Je crois que ça doit être le 14 février. On a commencé à le repousser jusque le 19 juillet. On est entré à Mindouli. Mindouli, c'est son fief. On a pris et c'était fini. Et les gens n'en revenaient pas. Ils ne comprenaient pas comment est-ce que on pouvait... Les Aïrois qui ont fui... comment en 6 mois... L'AFDEL... En 6 mois... Et d'autant plus qu'il y avait les Angolais qui étaient là. Les Maliens, les Tchadiens. Des mois, ils faisaient comme ça. Si ils repoussent les rebelles, les repoussent encore. Et encore, ils reviennent et ça me faisait que des va-et-vient. Donc, c'était une surprise. Mais pour moi, ce n'était pas une surprise. Moi, j'étais convaincu, je savais de quoi il s'agissait, qu'est-ce qu'il fallait faire. Et quels sont les pays qui ont soutenu l'AFDEL contre le maréchal Mobutu? Est-ce que je suis mieux placé pour répondre à ces questions-là? Bon, en tant que citoyen, en homme de service, il y a d'abord le Rwanda, l'Ouganda et l'Angola. Les gens parlent beaucoup d'Afrique du Sud. Hein. L'Afrique du Sud, Mandela. Personnellement, hein, je n'y crois pas beaucoup. Je ne crois pas beaucoup. Mais le Rwanda, l'Ouganda et l'Angola, c'était ça. C'était la triade. Ça, c'est au plan local. Mais au plan extérieur, c'était la Troïka, États-Unis, France, Belgique. Capitaine Bosengue, l'ancien agent des services de renseignement et d'action, SARMA, conseiller privé de Kongolo Mobutu, fils du président de la République démocratique du Congo, Zaïre à l'époque, et conseiller au cabinet du général Maele, ministre de la Défense. Merci pour ce temps. La deuxième partie viendra. Merci. Après toutes ces questions. Au revoir. Info 243 au cœur de l'actualité.